Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vérifie que ça enregistre. Aujourd'hui, si vous le voulez, on va recréer cette petite animation que j'ai faite là, qui est mignonne, ça mange pas de pain et ça utilise deux trois trucs qui sont intéressants à connaître ou à savoir, et notamment un shader qui s'appelle Proximal, qui permet de créer une image en noir et blanc qui va dépendre de la distance entre certains objets. On va regarder ça de suite. Alors il y a deux trois trucs à savoir sur le proximal, enfin dans la façon de s'en servir. Ça peut être déroutant, notamment au niveau des previews. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Dans le viewport, on voit pas ce qui se passe. Enfin, c'est compliqué parfois à utiliser, mais je vais vous donner les deux trois trucs essentiels à savoir à ce sujet. Concernant l'anime, c'est simple, c'est une sphère là, c'est la sphère orange qui est déformée par la proximité des petites sphères orange. Comme vous le voyez dans cette simulation, quand les petites sphères s'approchent, la grosse se contracte. C'est parti. Alors, je vais ouvrir une nouvelle scène et on va parler tout d'abord de proximal. Je vais créer un plan et d'abord une sphère, une petite sphère. Et on va voir ce que ça donne. Alors, donc là j'ai une petite sphère et j'ai un plan. Et je voudrais que mon plan, d'une façon ou d'une autre, peut-être à travers ses points ou sa texture, soit informé de la proximité de cette sphère. Alors il existe un matériau. Alors si vous n'avez pas la fenêtre de matériaux, rendez-vous dans Windows Material Manager. Moi j'ai ma petite fenêtre que j'ai rangée ici. Ah. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Voilà, que j'ai rangé là, peu importe. Et donc je vais créer un matériau. Je vais double-cliquer sur ce matériau pour aller éditer la luminance. Alors, je ne sais pas si vous avez, pour les débutants, si vous avez compris depuis le temps que je le fais sans vous le dire, il m'arrive de désactiver ou d'activer des choses ici dans les matériaux. Alors, les matériaux, ils ont leurs propriétés. Et s'il y a une propriété que l'on n'utilise pas, on peut simplement la désactiver. Et tout ce que l'on a là dans cette liste de gauche, on peut appeler ça des canaux. Il y a un canal qui va indiquer, enfin qui va permettre de définir la couleur de l'objet, un canal qui va permettre de définir la diffusion, la luminance, la transparence. Par exemple, si je l'active, je peux aller dans transparence et régler le niveau. Et je peux complètement désactiver la transparence pour dire il n'y a pas de transparence, j'en veux pas. Et je veux pas de réflectance non plus. Vous voyez la réflectance là, le brillant. Je peux augmenter ici. Je n'en veux pas. Pour l'instant, je veux uniquement le canal de luminance. Alors je vais utiliser le canal de luminance simplement parce que quand on utilise un shader proximal, c'est préconisé par... ce canal est préconisé par... Maxon dans l'aide, dans la documentation, parce qu'il va permettre, quel que soit l'éclairage de la scène, de pouvoir voir ce qui se passe. Donc j'active la luminance, je vais dans la luminance, donc en cliquant dessus, là j'ai les paramètres à droite, et pour l'instant il utilise du blanc. Alors on peut le mettre au noir, ça n'a aucune importance, puisque on va utiliser une texture à l'intérieur, au lieu d'utiliser une couleur, ou un niveau de noir-blanc, on va utiliser une texture qui s'appelle Proximal. Alright. Donc il apparaît sous forme d'un dégradé de blanc au centre vers noir autour. Et si je clique maintenant sur Proximal, je vais pouvoir éditer les attributs. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas compris le truc, quand on est dans Luminance, si on a quelque chose à l'intérieur dans un endroit, par exemple ici une texture, on peut soit l'éditer directement en ouvrant ici, soit on peut cliquer sur le nom de la texture proximale pour venir éditer les paramètres,
et on a les deux flèches en haut pour revenir en arrière ou revenir à un niveau supérieur dans la hiérarchie en fait. On verra plus tard les nodes éditeurs, les éditeurs de nœuds qui permettent de voir justement la hiérarchie, enfin l'imbrication des éléments dans les textures. Bien, sur ce shader proximal, d'ailleurs c'est bizarre, c'est pas marqué que c'est un proximal ici quand on est dedans. Peut-être que si quand on va dans Basic, il a son nom proximal, mais on peut le changer, mais bon. Ok. Donc on a une section ici qui dit Object. Tu veux que je te crée une image avec du noir et du blanc, et le blanc indique la proximité d'un autre objet, lequel? Alors, pour le coup, je vais mettre la sphère ici, parce que moi, ce que je vais vouloir, c'est utiliser ce matériau sur le plan, et avoir une image noir et blanc qui m'indique la proximité de la sphère par rapport au plan. Alors, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On va mettre le matériau sur le plan, plane, et on voit que ça ressemble à ce que l'on a dans le preview du shader ici. Bien. Le problème, c'est que là, si je déplace ma sphère, il ne se passe rien dans le viewport, alors qu'il se passe des choses en vrai dans la scène. Et ça, c'est une lacune dans le proximal et dans Cinema 4D. Ce serait bien d'avoir un preview temps réel du shader. Alors, la façon la plus pratique, qui n'est pas toujours bonne, mais la plus pratique, pour voir ce que ça fait. Mais d'abord, je vais dans mes réglages de rendu, je vais me mettre en moteur de rendu standard et je décoche sauvegarde, save. La façon la plus pratique, c'est de cliquer une seconde ici dans Render View et d'aller dans Interactive Render Region. Et maintenant, j'ai un rendu interactif d'une région de mon viewport. Par exemple, cette région-là ou celle-ci. Alright, donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on peut voir que si je déplace la sphère, le cercle blanc se déplace également. Si je duplique cette sphère ici, CTRL, je glisse cette sphère pour en avoir une autre. Donc maintenant j'en ai une autre. Et vous voyez que celle-ci n'a pas d'effet, parce qu'elle n'est pas dans la liste des objets qui vont servir à calculer la proximité. Donc je peux mettre sphère 1 ici, et hop, sphère 1 a maintenant une incidence également, suivant sa proximité, sur ce shader qui est créé. Alors il est bien créé sur le plan, comme vous le voyez là. Ok. Alors il est créé sur le plan parce que j'ai affecté le shader, j'ai glissé le matériau dans le plan. Il est là, dans les tags ici. Donc, je vais enlever cette sphère 1 et je vais l'enlever de la scène également ici. Voilà. Alors, on a quelques réglages qui permettent par exemple de savoir si on utilise les points, les bords. Alors les points et les bords, ici on parle du polygone. Donc si je désactive le preview, on parle des points et des bords, des polygones qui forment la sphère ici. On va voir dans une seconde ce que ça donne avec un carré. Et puis on a le polygone radius, je vais vous montrer ce que c'est également. Je reviens sur le Interactive Render Region. Et on a des paramètres là en bas, notamment la fonction utilisée, c'est-à-dire là on a un dégradé linéaire suivant la proximité de l'objet. Le linéaire c'est pas toujours super efficace parce que ça reste très blanc en fait avant de devenir noir très vite. Moi je préfère utiliser une atténuation au carré ou au cube. Donc au carré ça donne ça, vous voyez on a un dégradé qui est plus doux, et au cube encore plus. Là si ma sphère est suffisamment loin, on n'a plus rien, mais là on a un tout petit peu, et puis si j'approche vraiment et que je coupe, là le bord il est censé être blanc. Dans le blend mode, c'est un peu comme dans les Photoshop ou autres, c'est la façon dont ce shader va s'ajouter à sa couleur originale. Donc là je le laisse en add.
Et on a la distance, start distance et end distance. Start en général, on l'utilise pas trop, sauf si on veut booster le centre, si on veut qu'il soit plus grand. Pour l'instant, je laisse à 0. Et le end distance, on peut le diminuer. Généralement, on le diminue un petit peu pour pas avoir un dégradé trop grand. Voilà, ici, peut-être me mettre à 60%. Booster un tout petit peu le départ là à 10% pour que ce soit bien blanc. Là. Et oui, si j'éloigne ma sphère, voilà, si je la rapproche, ça me donne ça. Si je la déplace, ça me donne ça. Bien, le preview, comment ça s'appelle? Interactive Render Region fonctionne dans ce cas-là pour voir ce que l'on fait. Donc on va obtenir exactement la même chose, j'ai envie de dire, si on utilise au lieu d'un plan n'importe quel autre objet. Ce qui peut se passer éventuellement, mais on va juste voir si je diminue le nombre de segments de mon plan à 1 et 1. Bon, ça marche bien. Ok, j'avais peur que le manque de définition du plan crée des problèmes pour le calcul des distances. C'est ok. Oui, je vais vous montrer ce qui se passe si on utilise ici, par exemple, un cube. Alors, je vais faire un cube de combien? 30, 30, 30. Ok. Je vais éloigner cette sphère. Et toujours dans mon shader, je vais utiliser le cube également pour modifier le shader pour voir sa présence près du plan. Alors si je relance mon Interactive Render Region, vous voyez que le cube, maintenant, c'est le cube, enfin, le cube aussi, la sphère le fait, et le cube aussi crée cette tâche de proximité. Et si j'approche le cube là, et que je coupe, vous voyez que c'est circulaire là. Alors, on peut vouloir avoir autre chose. Alors, si je désactive Age et Vertices, ok. Alors, en général, vu qu'on utilise des objets polygonaux, enfin, en général, quand on utilise des objets polygonaux, on va utiliser leurs points, leurs côtés, et éventuellement, ici, dans le cadre de cet objet, par exemple, ce carré, le polygone radius. Si je l'active, vous allez voir ce qui se... Oups, je voulais pas changer sa forme. Vous allez voir si je diminue la distance et alors attendez parce que j'arrive pas à obtenir ce que je voulais, désolé. Ah ben mince alors, je suis un poco embarazado, je suis un peu embarrassé, je sais pas pourquoi je me parle en espagnol. Cubique, add, oui, ah bon. Alors je vais peut-être ajouter des segments sur mon cube pour voir si ça change quelque chose. Alors parfois il faut relancer le render preview, non. Et si je fais un render tout court, non. Bah yes, oui, désolé. Que je pense pas que... Alors si je vire la sphère pour l'instant, juste pour un test, non. Ok, alors si je diminue ici, et ici 0, si j'augmente l'intensité, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Mais je n'y arrive pas. Et si je convertis ce cube en objet éditable? Ah, je pense que le problème était là. Désolé, on a tourné un peu en rond. Alors, je diminue comme ça. Voilà. Ok, il n'avait pas accès au polygone de l'objet. Maintenant que le cube est dans un objet éditable, enfin que c'est un objet éditable, voilà ce que je voulais vous montrer. Désolé, j'ai ramé un peu, mea culpa.
on voit que la proximité est calculée par rapport aux faces de l'objet. Et que donc on a une proximité qui est rectangulaire en dessous. L'image de proximité a cette rectangularité. Voilà, et vous voyez plus, enfin, bref, il tient compte des côtés avec un certain angle, puisqu'il utilise les points, les côtés et éventuellement la taille, enfin le rayon des polygones, même si ça n'a pas beaucoup d'incidence ici. Par contre, je trouve que c'est très fort. Ouais, il faut baisser peut-être l'intensité. Ouais, enfin bref. Bon, vous voyez le truc. On va pas s'attarder plus comme ça sur ce sujet. On va juste voir un autre sujet qui est problématique. Si je vire ma sphère et mon carré et que je crée une petite sphère, par exemple 20, et que j'utilise un cloneur, que je mets cette sphère dans le cloneur. Dans mon cloneur, je vais juste diminuer, je vais mettre 100, 100, 100. D'accord, j'ai mis 10, 100, 100, 100 ici. Dans la taille du cloneur, je vais mettre mes objets comme ça. Et dans le matériau, pardon, dans la luminance proximale, je vais mettre le cloneur. Je réactive Vertex et Polygon Radius, on ne sait jamais. Et maintenant, si je fais un Interactive Region Preview, si je déplace mon cloneur, alors là, il faut que je monte la distance et l'intensité. Voilà. Donc là, dans ma vue interactive, si je déplace le cloneur, on a l'effet que je souhaitais avoir. Oh là là, décidément ce matin, que je souhaitais avoir. Donc on a bien des taches blanches qui apparaissent sur le plan quand les sphères arrivent vers le plan. Alors, il peut y avoir sans doute une grosse différence si je convertis cette sphère en objet éditable. Non, ça va, ça reste correct. Bien, j'annule, je laisse ma sphère comme ça, je préfère. Maintenant, le problème que l'on va rencontrer, en fait, c'est que si je place mon cloneur là en haut, que je rends mon plan, j'utilise un bullet tag collider. Si je prends mon cloneur, clic droit et que je lui mets un bullet tag rigid body, donc il va être soumis aux collisions, les sphères vont être soumises à la gravité et aux collisions. Et si je fais play, donc les sphères tombent et vous voyez, elles tombent sur le plan et on n'a pas de tache blanche là. Peut-être que pour essayer de mieux comprendre, je vais tourner le cloneur et faire en sorte que certaines sphères, alors je vais pas le tourner trop, mais comme ça, et puis je vais le descendre un peu pour que certaines sphères, voilà, là j'ai certaines sphères qui sont proches du plan, donc je reviens en arrière, donc ce que l'on voit, ça paraît correct. Le problème c'est que si je fais play, voilà, dans le preview, ce que l'on voit n'est pas correct. C'est simplement l'état au début de la simulation et pas l'état après que la simulation ait modifié des choses. Donc on a ces taches là, ces trois taches blanches qui restent à cet endroit là à cause des trois sphères qui étaient là au début, et de l'autre côté on n'a rien. Et autant c'est problématique déjà de ne pas avoir de preview dans le viewport ici, c'est déjà pas mal d'avoir un preview avec le mode de rendu interactif, mais le mode de rendu interactif dans ce cadre là ne marche pas. Il faut utiliser le render view, et là vous voyez que les sphères de gauche ont bien une incidence sur le plan. Je ne sais pas pourquoi à travers le rendu interactif ça ne le fait pas, et ça le fait dans le render preview dans la fenêtre entière. Ne me demandez pas, c'est juste comme ça, il est sweet pour rien. Donc même chose après, si au lieu d'un plan
Si je prends... ah, j'ai pas effacé ce que je voulais juste effacer le plan, voilà. Si je prends une grosse sphère, je vais diminuer un petit peu sa taille, et mon cloneur, je vais aller utiliser un mode radial. Alors là, il se passe un truc que je n'attendais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le cloneur, là, il me fait quoi, là? Ah, bah tiens. Bon, ok. Je vais pas chercher plus à comprendre, là. Donc, j'agrandis le rayon. Donc, idem ici, si vous voulez, c'est la même chose. Si je mets ce matériau sur cette grosse sphère, la présence, alors en rendu interactif, voilà, là on a une petite tache blanche, donc la présence des clones modifie bien la texture en luminance de la grosse sphère. Par contre, si je fais play et que les sphères tombent à cause de la gravité, dans le Interactive Render Preview, le rendu est pas bon. Donc je reclique pour désactiver, puis je vais dans Render View, et quand je fais Render View, bah là pour le coup, là c'est bon. Donc voilà, c'est juste un truc à savoir. Bien, allez, on repart sur une nouvelle scène, vite fait. Et maintenant on va utiliser un shader proximal pour déformer une sphère. Donc je crée une grosse sphère, là elle fait 100, ok. Alors, quand j'ai des collisions, par exemple avec des sphères ou quoi, je préfère utiliser des sphères icosahedron parce que si on regarde cette sphère de près, ici on a une certaine distance entre les points qui composent la sphère, et là en haut on a des distances qui sont plus courtes. Donc c'est un système polygonal qui n'est pas très équilibré. Et si on se met en icosahedron, on a plein de triangles qui font tous la même taille, donc tous les points sont à la même distance pour des simulations notamment de collision ou des soft body, des corps mous. C'est un petit peu plus efficace à mon goût, et donc je vais mettre un nombre de segments à 32 pour avoir suffisamment, même plus, allez 64, pour avoir suffisamment de segments pour déformer cette sphère. Maintenant je vais créer une petite sphère, je vais la déplacer, oups. Ok, j'ai changé son nombre de segments. Bon, je vais créer une petite sphère de 12 segments, icosahedron. Par contre, tu vas faire 10 en taille, ou allez, 12. Et je vais utiliser un cloneur pour cloner cette sphère de façon radiale. Donc, un cloneur, je mets ma sphère, ma deuxième sphère, sphère 1, dans le cloneur. Le cloneur, je veux un mode radial. Je vais agrandir le rayon. Et puis des sphères, je vais en prendre 16, non 12, allez on verra, 12. Ok, maintenant je veux que ces petites sphères soient attirées vers la grande et qu'elles rentrent en collision avec la grande et qu'elles la bousculent un peu pour la déformer. Donc, dans ma grande sphère, clic droit, bullet tag, je dis que c'est un collider body, donc il réagit aux collisions et pas aux forces. Dans le cloneur, clic droit, bullet tag, je prends des rigid body, ce qui fait que les petites sphères vont réagir aux collisions et aux forces. Quand on insère ce tag dans cloneur, dans collision ici par défaut, on est sur apply tag to children. Donc ce tag de corps dynamique rigid body s'applique individuellement à chacune des sphères. J'aime bien cinéma 4D, il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Par défaut, on met dans le cloneur, hop, ça s'applique à tous les enfants, ça roule. Ici, si on fait play, les sphères tombent. Donc, il faut que je coupe la gravité parce que je n'en veux pas. Dans Edit Project Settings ou CTRL D, vous allez dans l'onglet des attributs Bullet, General, et ici dans Gravité, hop, je mets 0 au lieu de 1000. Comme ça, si je fais play, il n'y a plus de gravité.
les petites sphères n'ont rien à faire. Étrange phrase. Maintenant, je vais rajouter un attracteur au milieu de la grosse sphère dans Simulate Forces, Attractor. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, d'autres tutos. Donc l'attractor va attracter, comme son nom l'indique, des objets. Alors, vous voyez que les sphères se déplacent un petit peu. Bon, c'est pas super power. Donc dans les paramètres de cet attractor, je vais mettre peut-être une force de 100 au lieu de 10. Et je vais mettre une vitesse limitée à 250 cm par seconde pour pas que ça parte dans tous les coins. Voilà, donc là ça paraît correct. Je peux même mettre peut-être la force à 150. Voilà. Alors, les petites sphères sont attirées par l'attractor qui est au centre. L'attractor, il n'est pas visible, hein, il n'a pas de forme visible dans la scène, vous voyez. L'attracteur, si je le mets à droite, là, hop, c'est juste un point dans l'espace. Donc je le remets au centre. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque, là pour l'instant, je vais ajouter un peu de turbulence. C'est une autre force. Donc force, turbulence. Je vais faire play et puis on va voir. Hein. Bon, vous voyez que les boules bougent un petit peu plus que tout à l'heure. Je vais augmenter la force de la turbulence. On est à 5, je vais mettre 20. Voilà, alors, il y en a même qui partent un peu loin. Il y en a une qui se barre. Donc je vais mettre peut-être 15. Et je vais changer l'échelle. Voilà. Bon, il y en a une qui se barre encore, donc je vais mettre 12. Alors, il y a des problèmes de rebond aussi, je pense. Donc, dans le cloner, dans le tag Rigid Body, là, alors le rebond bounce, il est à 5%. Et sur ma grande sphère, voilà, le bounce est à 100%. Donc, si une sphère arrive un peu vite, elle peut rebondir fort et se barrer loin. Donc, je vais mettre 35, allez. Ne me demandez pas d'où vient ce chiffre, je sais pas. Ce nombre. Voilà, là j'ai à peu près ce que je voulais. Peut-être que la turbulence est un petit peu forte. Ça va un peu vite. Voilà, tranquillou. Bien. Maintenant, on va refaire ce que l'on a fait tout à l'heure concernant les matériaux. Donc, Windows Material Manager, moi je l'ai ici. Soit on fait Create New Default Material, soit on clique sur plus et on a un matériau par défaut. Je double-clique. Je vais décocher la couleur et la réflectance. Je vais prendre uniquement la luminance. Et dans la luminance, ici, dans la texture, effet proximal. Ensuite, je vais dans les paramètres du proximal en cliquant dessus et je veux calculer la proximité des clones, donc que je glisse là. Et pour voir ce qui se passe, je vais glisser mon matériau dans la sphère ici. Et on a un preview qui ne veut rien dire, c'est simplement le preview initial de ça là, puisque pour l'instant rien n'est calculé. Donc si on veut voir ce qui se passe, on va utiliser l'Interactive Region Preview. Et le problème c'est que on voit rien parce que puisque nos corps sont dynamiques, ils nous montrent la proximité. Alors, attendez, je vais peut-être mettre comme ça, voilà. Il nous montre la proximité des petites sphères, mais vu qu'elles sont trop loin, à mon avis, il ne se passe rien. Donc, si dans mon cloner, je réduis le rayon initial, il ne se passe rien. Donc, il faut activer peut-être Vertex, Age, Polygon, Radius. Alors ça c'est le pur effet démo, hein, quand vous voulez faire une démo et que rien ne va. Je suis bien au début. Ah, c'est peut-être parce que mon moteur de rendu par défaut, c'est Octane. Donc si je me mets en standard... Ah oui, voilà, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'écarte mes petites sphères. Et comme vous le voyez, donc,
quand les sphères sont suffisamment proches, voilà, ça crée des cercles sur la grande. Alors, je vais juste les rapprocher pour régler un truc. Alors, je vais voir si j'ai besoin de ça, mais je crois pas, ok. Je vais mettre une atténuation square et une distance plus courte. Quelque chose comme peut-être 50. Je rapproche encore à la main mes sphères depuis le cloneur. On va partir sur 50, mais peut-être en cubique pour avoir voilà, un dégradé plus rapide. Et peut-être 45 ici. Allez, 50. Bien. Alors là, ça marche dans le preview, mais si je mets en marche ma scène et que j'arrête, dans l'interactive preview, ça marche pas. Il garde simplement la position originale des objets. Donc je quitte ce mode et je fais une vérification en revenant sur Render View. Et pour le coup, là, j'ai bien des taches blanches. Là où se trouvent, enfin des taches blanches sur la grosse sphère, là où se trouvent les petites. Bien. Et maintenant, on va utiliser ce shader qui crée ces taches blanches dans un déformeur. Ici, on va prendre le displacer. Alors le displacer, ça déplace les points de l'objet auquel on l'applique. Alors je vais le mettre dans la sphère principale. Et ce displacer va pouvoir déplacer les points de la grande sphère par rapport à quelque chose que je vais lui indiquer. Et notamment quand on est dans le displacer, là je vais aller dans les attributs dans Shading. Par défaut, il est sur Custom Shader. Donc on peut créer ici un shader. Donc j'aurais pu créer par exemple ici un shader avec un effet proximal, mais je vais utiliser celui qui existe déjà. Je vais prendre le canal de luminance de mon matériau là, que je vais appeler mat.prox. Donc je reviens sur le displacer, shading. Donc au lieu d'utiliser un custom shader, un shader que l'on va créer là, on va utiliser un canal de luminance qui provient d'un certain matériau que je dois indiquer ici. Donc je peux le prendre là. Excusez-moi, il attend un tag puisqu'il faut qu'il sache à quel objet il s'applique. Donc je vais le prendre ici, là en haut, et le glisser là. Et on voit déjà l'effet, c'est que là où les petites sphères sont proches de la grande se déforme. Et alors ce qui est bizarre, c'est que le proximal se rafraîchit bien dans ce mode-là quand on est en simulation. Et on ne peut pas avoir le rafraîchissement, si je puis dire, quand on est en preview interactif. Ça, je ne comprends pas. Donc, dans ce displacer, on a des paramètres ici dans le mode objet qui sont strength, donc la force de déplacement. Et alors, ce qui se passe quand on laisse les paramètres par défaut, c'est que là, on a un paramètre qui est en dessous, là, qui s'appelle Intensity Centered. L'intensité est centrée. Donc, il faut comprendre par là que l'image en noir et blanc, enfin avec des dégradés de gris, qui est utilisée pour déformer la sphère, elle est composée donc à certains endroits de noir, qu'on considère comme étant une valeur de 0, et à certains autres endroits de blanc, qu'on considère comme étant une valeur de 1. Et la valeur intermédiaire, le 0,5, alors on peut parler en pourcentage, 0% de blanc et 100% de blanc. Et en utilisant ce paramètre intensité centered, on lui dit que ce qui est à 50% de gris, on va dire, est centré sur l'objet, donc les polygones ne bougent pas. Ce qui est à 0%, donc qui est noir, les polygones se déplacent de 5 cm à l'intérieur, puisque notre déplacement maximum est de 10. Et là où l'image est blanche, il se déplace de 5 cm à l'extérieur. Donc l'intensité est centrée sur les niveaux de gris. Donc niveau de gris médium 0,5, ça ne bouge pas.
Niveau de gris maximum 1, ça bouge en positif vers l'extérieur, et niveau de gris 0, ça bouge en négatif vers l'intérieur. Donc on va utiliser plutôt l'intensité, c'est-à-dire que là où c'est noir, ça ne bouge pas, et là où c'est blanc, ça bouge jusqu'à 10%. Alors, la différence que cela crée, vous allez voir, c'est que quand on était dans centré, la plupart de l'image, la plus grande partie de l'image, même si ici elle n'est pas représentative à l'écran, hein, la plus grande partie de l'image étant noire, ces polygones ont tendance à rentrer. Si je remets sur Intensity, voilà, ils restent à leur place. Et là où c'est blanc, il se déplace. Alors là, il ne se déplace pas beaucoup. Je peux augmenter un petit peu pour voir plus ce qui se passe. Alors bien sûr, il faut relancer la simulation. Mes sphères sont trop proches. Je vais dans le cloneur, je vais les éloigner un petit peu. Parce que le problème, c'est que les sphères là sont attirées. Et puis très vite, vu qu'elles créent des bosses, elles rebondissent elles-mêmes sur les bosses qu'elles créent. Alors ceci dit, ça peut être un effet sympa aussi, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, eh ben, toujours dans le displacer. Moi, ce que je veux, c'est plutôt des creux. Donc, je vais utiliser le 8 en négatif. Je veux des creux de, je sais pas, je vais mettre pour l'instant moins 66. Alors, il se passe un truc qui peut, qui est déroutant à mon avis, c'est que les boules, alors je vais, au lieu de mettre moins 66, je vais juste mettre moins 40, ça ira. Quand j'avance dans la simulation, les boules s'approchent, elles font des creux, et pourtant, comme vous le voyez là, elles rebondissent sur la sphère originale, et pas sur le creux. Et c'est presque un avantage. Alors ceci dit, je ne sais pas si si je mets cette sphère en bas, si ça change quelque chose. Non. Ok. Il utilise la sphère originale. Alors moi, c'est ce que j'ai utilisé hein, dans mon test. Ok. Voilà, ça crée des creux. Ça crée des creux. Oula, en fait, non, je dis une bêtise. À l'origine, je pensais laisser comme ça dans ma version originale. Puis j'avais créé une instance de cette sphère déformée, légèrement plus grosse, pour que les... on va essayer de le faire. Si je crée une instance, et que je mets ma sphère... Alors non, c'est pas comme ça, c'est dans instance, il faut que je glisse la référence, l'objet référent. Et dans mon instance, j'avais augmenté l'échelle à 1,1, je crois, un truc dans le genre. Sur les trois axes, ou un petit peu plus, 1,2. Alors vu que là, j'utilise pas exactement la même taille, peut-être 1,15, 1,15. J'avais dû... à l'origine faire un truc dans ce genre là. Je vais augmenter un petit peu le nombre d'images, voilà. Donc pour la visualisation, j'utilise une instance plus grosse. Le travail se fait avec cette sphère là, et je crée une instance, donc une copie de cette sphère qui est plus grande. L'autre, juste pour que vous sachiez, l'autre est à l'intérieur là, hein. Le problème, c'est que si je la désactive, l'objet n'existe plus, donc mon instance ne peut plus exister. Si je l'enlève du viewport, c'est la même chose avec les instances. Les instances, c'est sympa, mais il faut arriver à planquer l'objet d'origine. Alors, il y a des trucs pour ça, comme utiliser les layers, les calques, ou des choses dans ce genre. Bon.
Donc ça, c'est une méthode, on va dire. Ah, tiens, je vais vous montrer le coup du layer. Là, j'ai donc une sphère à l'extérieur qui est une instance de celle qui est à l'intérieur. Si je veux pas que la sphère originale soit vue ici dans l'espace, je peux la désactiver dans le viewport et la désactiver dans le rendu là. Le problème, c'est que mon instance prend les mêmes paramètres que mon objet original. Je peux vérifier dans Object, j'ai pas bien de choix, hein. Si on voit pas l'original, eh bien, on n'a pas l'instance ne fonctionne pas. Il y a parfois un truc qui marche, c'est donc de prendre un objet. Alors, on n'a pas vu encore depuis le début les layers, je crois pas. Si je fais un clic droit sur cette sphère et que j'utilise la fonction Add to New Layer, je crée un nouveau calque dans cette liste de calques. Et cette icône là change de couleur, elle prend la couleur, enfin l'icône la verte qui est dans cette colonne qui n'a pas de nom en haut, m'indique que cet objet est dans un layer, et le layer je peux le repérer avec la couleur ou avec son nom. Ce que je peux faire, c'est désactiver ici dans la colonne V, qui veut dire viewport. Maintenant que cette sphère qui existe toujours est là, je peux la désactiver. Plutôt, si je désactive l'affichage des objets qui se trouvent dans ce layer, elle disparaît, mais puisqu'elle est toujours existante, mon instance est visible. Et idem pour le rendu. Dans la colonne R, on peut l'enlever du rendu et l'enlever de la visualisation ici. Alors, c'est une méthode, et j'avais fini par en utiliser une autre. Alors, je vais laisser cet objet dans ce layer, c'est pas un souci. C'est que au lieu d'utiliser une instance, je m'étais dit, essaye quand même de voir ce que tu peux faire avec l'instance de base. Et donc, je suis revenu dans le displacer. Et là, pour le coup, si on réutilise l'intensité centrée, on a peut-être quelque chose qui nous intéresse, mais c'est un petit peu trop fort, etc. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé une intensité centrée, un déplacement non pas négatif, mais positif, et que c'est dans le strength ici, alors que je m'y attendais pas au départ, que j'ai mis une valeur négative. Voilà, j'avais mis quelque chose comme ça, peut-être. Allez, on va mettre moins 50%. Voilà. Et j'ai obtenu quelque chose qui me convenait, on va dire. C'était beaucoup plus simple que d'utiliser une instance. Une instance qui pouvait se révéler problématique. Moins 80, peut-être un déplacement qui soit pas trop fort. Voilà. Voilà. Et j'étais resté sur quelque chose de plus soft. Là, je vous avoue que je suis un peu sceptique sur ces paramètres, mais on peut peut-être régler ça autrement. Je vais mettre juste comme ça. Je vais aller dans le matériau, luminance, proximale, et là, je vais augmenter un petit peu le end distance pour avoir des tâches qui soient un peu plus grandes. Et dans le displacer ici, voilà, avoir un déplacement un petit peu plus grand également. Alors je remets la simule au début. Alors mes cloneurs, je vais les mettre un petit peu plus loin au départ. Voilà. Et c'est un truc comme ça que j'ai fini par utiliser. Alors là, on pourrait affiner les réglages pour pas avoir trop de distance entre les objets et la sphère. Il y a un autre truc aussi qu'il faut aller voir, c'est dans Edit Project Settings, dans Bullet, dans Expert. Ici, on a la marge de collision qui est de 1 cm. Peut-être qu'en mettant 0.1, j'aurai des sphères un petit peu plus proches
Ouais, un tout petit peu. Oui, oui, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, je peux augmenter la qualité un petit peu de la simu. Step per frame, je vais mettre 10, maximum 20. Seuil d'erreur, 3% au lieu de 5. Je ne rentre pas trop dans ces détails. Voilà, je vais un truc comme ça, on va dire. Ben, vous savez quoi, je vais revenir en intensité normale et pas centré, juste pour essayer un truc. Donc, déplacement positif, négatif, non. Non, non, ce que j'avais là, ça me convenait. Ouais. Ça me convient. Bien, alors, pour terminer, le petit trick, c'est que, donc là, j'ai une sphère de 100 de rayon. Je vais en créer une autre. 100 de rayon, je vais mettre 64 de subdivision. Je vais mettre également icosahedron et on voit la nouvelle sphère apparaître un petit peu là en dessous. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de distance entre les petites sphères et le plan déformé. Normalement, je devrais arriver à le compenser. Ouais, voilà, je voudrais avoir plus de trous comme ça, donc je vais augmenter légèrement le rayon de la sphère qui est en dessous. La collision est un tout petit peu loin à mon goût, mais ouais, il faudrait que j'augmente dans le displacer. Alors si je me mets... Attendez, je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer de me mettre en intensité. Intensité, donc si je me mets en positif ici, en négatif là, je reste loin, mais si je remets centré, je devrais pouvoir avoir quelque chose en augmentant l'intensité, donc ça bulge. À faire un truc comme ça, intensité pas trop fort. Allez, 100%. Je pense que là, je vais agrandir dans le proximal. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Alors, peut-être qu'au lieu d'être en cubique ici, si je me mets en square, on a plus de... Voilà, ça a plus d'impact. Ok, ça a plus d'impact. Maintenant, si je remets cette sphère et que je la remets à une taille plus correcte, voilà. Voilà quelque chose d'un tout petit peu plus cohérent pour moi. Quand même, ouais, je vais revenir sur un rayon de 100 pour avoir vraiment l'impression que les petites sphères touchent simplement la grosse. Ah, on a une distance là qui me déplaît. Je suis désolé, on va essayer autre chose. Donc on va se mettre en positif ici, en négatif sur la force là. Peut-être que ça, ce sera mieux. Comme ça, ensuite il faut régler le rayon de l'autre qui est en dessous pour qu'elle apparaisse quand même un peu, mais pas trop. Bing. Ah, damn. C'est difficile de faire les réglages parce que quand on est en temps réel là sur le truc, c'est pas si évident de voir ce qui se passe.
Centered strength négatif, mais je veux pas que ça bouge trop non plus. On va essayer ça. Je vais augmenter un petit peu encore dans mon proximal le end distance. Voilà, je vais agrandir un petit peu. 70 c'est trop, 65. Ah, j'ai l'impression que j'y suis à peu près 100 sur cette sphère. Voilà. Je pense que j'ai à peu près... Voilà. Ok. C'est un peu plus cohérent. Bien, ça a été un peu laborieux, mais c'est ok. Je vais juste sauvegarder cette scène qui va être bubble de tuto. Hop. Et maintenant, il faut créer des matériaux différents. Donc, un pour la sphère interne. Alors, peu importe les couleurs que je prends. Peu importe les textures. Ouais, ok, j'étais dans la luminance. Bravo. Dans la couleur, on va mettre quelque chose de bleuté. Et puis un autre matériau dans la couleur, comme je l'ai fait dans mon original, quelque chose d'orangé pour cette sphère là et pour les sphères du cloneur. Et voilà, c'est presque le résultat final, parce que là je pense que ce qu'il faut améliorer, c'est augmenter le nombre de subdivisions des sphères de 64 à 128. Celle-ci, celle-là aussi, 128. Les petites également, je vais augmenter leur subdivision à 16. Et voilà la simu. Voilà. Alors peut-être que les petites sphères mériteraient d'être un tout petit peu plus grandes. 15 au lieu de 12. Non, c'est trop. 13. Alright. Alors, concernant le rendu, vous êtes prêt à faire un rendu comme ça, soit en mode standard, soit vous créez des lumières, N'oubliez pas que pour que ce soit sympa, il faudrait quand même qu'il y ait une luminosité cohérente. Donc, créer des lumières pour que ça fasse des ombres, des choses dans ce genre. Light, Spotlight, Infinite Area Light. Une lumière de type Area que je vais tourner comme ça pour la mettre de ce côté. Une autre, je crois que dans la scène que j'ai fait moi, la scène que j'ai fait pour la démo, les lumières étaient, j'avais une lumière en haut en fait. Et donc dans ces area lights, donc on en a une en haut, une en bas, d'accord. Shadow, non, shadow area. Alors, vu qu'on a les deux mêmes lumières, au lieu d'utiliser deux lumières et de régler les paramètres différents, je supprime la deuxième et je vais créer une instance. Donc, instance, là. Vu que la lumière était sélectionnée, il m'a mis Light Instance et il me l'a automatiquement affecté. Cette instance, c'est une copie de l'autre là. Cette instance a une particularité, c'est que je peux changer sa position, son échelle et sa rotation. Mais ça reste une copie de celle-ci, ce qui fait que si je change un paramètre dans celle-ci, ça change les paramètres de celle-là, notamment les ombres, l'intensité de la lumière, etc. Ça change automatiquement des deux côtés. Donc là, c'est pas très beau, hein. On va créer une autre instance de cette lumière que je vais placer. Je vais essayer de la tourner 90 et que je vais placer là en haut. Après, ce sera peut-être bien que je la déplace un petit peu pour qu'on ait
vers l'avant pour qu'on ait un petit peu plus de lumière à l'avant. Et voilà, on va pouvoir faire un rendu en mode standard. Bon, après en affinant les textures comme on le souhaite, hein, pour avoir par exemple un peu plus de réflectance dans le orange, des choses dans le genre. Moi, le rendu, je l'ai fait avec Octane. J'avais créé un environnement également, j'avais créé une boîte en fait. Une grosse boîte dans laquelle se trouve la scène, une boîte de, on va dire, je sais pas, 1600 par 1600 par 1600. Et puis ensuite, il faut que la caméra rentre dans la boîte, si je puis dire ainsi. Voilà. Et une fois que la caméra est dans la boîte va servir de fond. J'ai cliqué plusieurs fois sur render, voilà. Bon, oui, effectivement, là, c'est pas très joli, mais bon, le principe est là, et pour le coup, c'est pas un tuto sur le rendu. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on s'en tient là. On a déjà vu pas mal de choses. Ouais, je pense qu'on va s'en tenir là. On est à 56 minutes. Ouais. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en voulez plus, abonnez-vous. Mettez un like si vous avez aimé. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Voilà, prenez soin de vous et puis à très vite pour la suite. Ciao.